Super, bon bah du coup on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue, mais on vous l'a déjà dit. Alors tout d'abord, bah, voilà, comme Romain vous l'a dit, moi je m'appelle Stéphane Prohaska, je travaille chez Ledger en tant qu'architecte depuis 3 ans et demi maintenant. Et j'ai déjà, un peu plus de 20 ans, enfin pas un peu plus de 20 ans d'expérience en fait dans l'IT. Alors le but en fait là de mon talk, de ma présentation, c'est de vous parler d'une histoire, de vous partager en fait une histoire sur le désendettement d'un pan fonctionnel qu'on a eu à faire chez Ledger. Mais ce n'est pas du tout l'idée de vous donner, voilà, c'est ce qu'il faut faire pour désendetter chez vous votre logiciel. C'est plutôt, au travers de ce partage-là, peut-être vous donner des pistes, des idées sur, peut-être vous pourrez vous reconnaître par moment sur certains aspects, et de vous dire, bah voilà, en fait, désendetter, c'est possible, et sortir du sacro-saint du non, là c'est plus possible, il faut qu'on refasse tout from scratch. Donc, avant de commencer, c'est vous donner un petit peu de contexte, puisque finalement, peut-être que vous ne connaissez pas non plus Ledger, et finalement, avant d'y rentrer, je ne connaissais pas particulièrement Ledger non plus. Donc Ledger, en fait, c'est une société qui, à l'origine, s'est construite sur le fait de proposer des appareils, des devices, je vais peut-être dire un peu à un moment donné par abus de langage, pour pouvoir sécuriser votre adresse de votre porte-monnaie ou wallet de crypto-asset, de crypto-monnaie, et aussi pouvoir signer les transferts de fonds que vous avez à faire. Et au fur et à mesure, en fait, l'entreprise s'est développée en proposant deux solutions. D'abord une solution qu'on appelle le B2C, pour vous comme moi, qui est Ledger Live. Du coup, Ledger Live, c'est tout simplement une application orientée vers tout le monde, qui vous permet justement de connecter les appareils dont je viens de vous parler, pour pouvoir interagir avec, mais surtout aussi pouvoir avoir la liste de vos différentes crypto-monnaies et la force en fait qu'on a dessus. Donc c'est une application de type client lourde. La force en fait qui est de Ledger Live en fait, c'est de pouvoir permettre d'intégrer plusieurs types de crypto-monnaies, plusieurs blockchains. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le monde en fait de la blockchain, c'est qu'aucune blockchain ne se ressemble. Donc c'est vraiment, à chaque fois qu'on veut intégrer une nouvelle blockchain, c'est comme si on intégrait une société qui n'a rien à voir, qui fait des choses différentes. C'est vraiment assez compliqué. Et en même temps, un petit peu par la suite, du coup, est arrivé du coup le fait de pouvoir attaquer le marché du B2B, le marché des institutionnels, en créant Ledger Vault, où là plutôt l'application est différente, c'est plutôt classique client-serveur. Et le modèle, du coup, je vais vous en parler un petit peu après, là où on intègre finalement beaucoup moins de blockchain. Et en fait, pourquoi il y a cette différence entre les deux, entre ces deux mondes, entre ces deux univers? C'est tout simplement par les choix en fait techniques ou plutôt organisationnels qui sont derrière. Ledger Live en fait est avant tout une plateforme open source. Vous pouvez regarder sur notre GitHub comment est développé Ledger Live. Et ce qui nous a permis justement de faciliter le fait de pouvoir intégrer plusieurs blockchains en permettant aux fondations, donc du coup, c'est les entreprises en fait qui se trouvent derrière les blockchains, les fondations ou leurs partenaires, de pouvoir assez facilement intégrer leur propre blockchain directement dans le code de Ledger Live et donc de pouvoir fournir à nos clients, du coup, à nos utilisateurs, directement accès à cette nouvelle blockchain. Et en fait, contrairement à Live, Ledger Vault est complètement closed source. Donc tous les serveurs, en fait, c'est une intégration directement faite par des serveurs. On a un serveur quasiment qui intègre une nouvelle blockchain à chaque fois. Et donc ça, c'est fait directement par nos équipes en interne. Donc on voit bien qu'on n'a pas le même niveau de scalabilité, puisque du coup, voilà, on a pu intégrer plusieurs blockchains sur le live, alors que sur le Vault, du coup, ça dépend beaucoup de nos capacités à pouvoir le faire en interne. Le problème aussi de l'avoir ouvert, c'est que on a eu beau donner quelques guides sur le fait de développer justement l'intégration de ces blockchains. Vu que c'est quand même des sociétés un peu différentes, un peu éparses, même si on essaie de faire attention, la qualité de code n'est pas exactement la même partout. Et donc en fait, les deux piliers qu'on a aujourd'hui chez Ledger, c'est, comme je vous l'ai dit au début, le développement
de hardware device, du coup, qui permet justement de sécuriser vos assets, mais aussi la capacité qu'on a eue au travers de ce modèle-là, malgré tout, d'intégrer énormément de blockchain. Et aujourd'hui, on est un des, ou voire le logiciel qui permet à n'importe qui d'avoir une vue sur la majorité, le plus grand ensemble en fait de différentes blockchains. Alors avant de continuer aussi un petit peu, du coup, vous raconter du coup l'histoire, j'aimerais bien juste, dans le cadre en fait de cette présentation-là, vous partager ce que, au moins ici, dans ce contexte-là, ce que j'appelle moi une dette, ou plutôt comment est-ce qu'on peut la reconnaître. Bon bah du coup je pense que vous en conviendrez. Le premier c'est un petit peu peut-être ce qu'on peut réussir à avoir assez rapidement en tête quand on pense à une dette, c'est tout simplement l'équipe qui n'arrive plus à faire face aux bugs, au temps qu'il faut pour faire des patchs, devoir courir après les régressions, les nouvelles livraisons vite, rapidement. Et c'est ce qui nous est arrivé justement dans l'équipe que je suivais à l'époque sur ce projet-là, où justement on était à un tel point que déjà la productivité de nouvelles fonctionnalités est très complexe, enfin pas complexe mais du coup est très ralentie, mais aussi le fait qu'on n'est même plus en capacité de travailler sur l'amélioration de notre propre stack technique. Mais il y a aussi une autre façon de voir la dette, et en fait c'est là-dessus que je voudrais après commencer du coup le récit, c'est surtout sur le fait qu'on puisse se dire, en fait une dette, c'est aussi quand on est incapable de pouvoir partager, quand on est incapable de partager un pan fonctionnel bien identifié auprès d'un autre logiciel qu'on a en interne, ou voire même pas forcément en interne, quand justement le code est tellement intriqué, ce pan fonctionnel-là est tellement fait partie, on bloque du bloc de spaghetti finalement qu'on a dans notre code, on est incapable de le retirer. Et donc je vais vous raconter comment j'en suis venu à travailler à un moment donné sur ce projet-là. Donc après quelques mois, quasiment un an en fait chez Ledger, on me dit tiens, il va falloir que tu travailles sur, il va falloir aider aussi des équipes qui travaillent sur une sorte de site web qui va permettre à nos utilisateurs de voir l'agrégation de leurs différents investissements en crypto-monnaie. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, si vous connaissez pas forcément cet univers-là, en fait, il y a aussi derrière un côté boursicotage où vous pouvez emprunter, vous pouvez prêter, vous pouvez parier un petit peu, vous pouvez faire ce qu'on appelle du coup, nous, un petit peu du staking, du coup, sur la blockchain. Et donc, du coup, c'est un investissement que vous mettez, puis ça fructifie normalement. Donc, il y a ce projet-là. Et en parallèle de ce projet-là, j'ai des collègues architectes aussi qui travaillent sur un autre projet où l'idée c'est de pouvoir justement prendre une partie du code qu'on a du coup dans Ledger Live qui permet d'intégrer justement ces différentes blockchains et de l'intégrer dans ce nouveau projet-là qui est un projet dont techniquement n'a rien à voir, c'est un environnement technique absolument différent. Et donc ils ont essayé en moquant des choses par-ci par-là, en essayant de forcer un petit peu le modèle en mettant même une VM JavaScript, parce que du coup Ledger Live en fait est fait en TypeScript, de pouvoir le faire tourner. Et dans le premier projet du coup sur lequel j'ai dû travailler, on se disait même ce qu'on va faire, on va peut-être ouvrir une porte, on va peut-être permettre que le site web puisse interroger directement le Ledger Live. On avait déjà une petite interface qui permettait de faire ça, mais ça demandait beaucoup de complexité. Et en fait, ce qu'on a commencé à se dire, c'est un petit peu bête, ces idées-là, quoi. Ça serait mieux, en réalité, si on a besoin du bloc de code en fait qui permet d'intégrer les différentes blockchains, autant en faire une librairie, quoi, tout simplement, et puis pouvoir la partager à droite à gauche. C'est tout simple. Et donc c'est là où on commence en fait à avoir ce problème de comment est-ce qu'on fait pour sortir ce truc-là. Alors, juste pour vous partager un petit peu architecturement comment est fait Ledger Live. Donc, je vous ai dit, Ledger Live, en fait, c'est une application d'abord desktop. C'est un client lourd fait en React et qui tourne sur du Electron. Et vous avez aussi une application mobile faite en React, faite
en React Native, et du coup, qui vous permettent aussi d'avoir sur votre portable Ledger Live. Et vous avez évidemment un socle commun sur lequel se basent ces deux applications-là, qui regroupent l'ensemble des fonctionnalités, évidemment communes, et on l'a appelé très intelligemment Ledger Live Common, tout simplement, pour avoir l'ensemble de ces fonctionnalités communes. Et dans ces fonctionnalités communes, qu'est-ce qu'on a ? On a justement, alors là je l'ai représenté ici, du coup, ce qu'on a appelé, là je vous partage en fait un peu le jargon qu'on avait nous en interne, des coin family, du coup, des petits répertoires en fait dedans qui correspondent à l'intégration de chacune des différentes blockchains. Donc à l'époque, on avait, je crois, une petite douzaine en fait de blockchains différentes intégrées. Donc oui, le schéma il est pas, j'en ai mis que 3 parce que sinon c'est un petit peu trop long d'en mettre plusieurs. Et donc ce qu'on se dit tout simplement, ce qu'on veut faire, c'est sortir sortir une de ces blockchains et le mettre du coup dans un autre package dans l'organisation, leur hiérarchie plus bas. Si, super, go, c'est parti. Mais en fait, on s'aperçoit que, évidemment, il y a des points pas de friction, mais il y a des connexions en fait finalement. Notre package, il n'est pas tout seul, sinon je vous parlerai pas de dette déjà d'une. Mais c'est d'abord en fait, il dépend d'un premier ensemble, d'un premier module qu'on a appelé intelligemment account et qui du coup permet la gestion en fait des comptes utilisateurs qu'on a dans Ledger Live. Très bien, après tout, pourquoi pas. Et puis en fait, nos coin family, là, nos blocs d'intégration de blockchain, en fait, ils dépendent aussi d'un autre module qu'on appelle le bridge. Alors le bridge, en fait, c'est le terme qu'on a en interne pour être l'instance, si vous voulez, qui est le point d'entrée de tout le reste du code qu'on a dans Ledger Live pour venir interroger, taper sur les fonctionnalités d'intégration de la blockchain. Super. C'est un peu bizarre quand même, mais bon. Et en fait, c'est pas juste une dépendance comme ça qu'on a, c'est une dépendance aussi dans l'autre sens, c'est une interdépendance. C'est une vraie interdépendance, et en fait, on a vraiment une dépendance cyclique. Ah ben, super. Et donc là, vous allez me dire, que faire ? En fait, moi, j'aime bien dans l'architecture logicielle, je suis un fervent fan, défenseur, et j'essaie d'en mettre à chaque fois, enfin c'est toujours les premières choses auxquelles je pense, et l'architecture en oignon, ou l'architecture, la clean architecture aussi. J'en ai fait pas mal dans ma vie aussi, de la clean architecture. Et ce qui est hyper important quand on est tombé justement sur cette problématique de dépendance cyclique, c'est de remettre du sens. Et de remettre du sens dans les deux sens du terme. De remettre du sens déjà dans la dépendance, bien sûr, c'est ce qu'on veut faire, mais aussi de remettre du sens sur qu'est-ce que fait chacun de ces modules dont on dépend. C'est hyper important finalement. Donc moi, ce que j'aime bien, encore une fois, dans l'architecture en oignon, c'est de se dire que ce qui est cœur en fait de l'architecture, c'est vraiment le modèle de données, c'est le modèle de données core en fait de votre de business en fait de votre entreprise. Et autour de ça, on construit la logique, on construit les applications qui vont s'en servir, mais qui vont faire juste la logique d'exploitation de ces données-là. Et puis au-dessus, il y a la couche de présentation. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on voit qu'un petit peu, ce qu'on pourrait se dire, c'est que la partie account, c'est vraiment finalement notre modèle de données. Puis la partie bridge, c'est vraiment la partie présentation. Bon du coup, si on reprend cette idée-là, si on se donne du coup comme objectif, voilà, je vais essayer de mettre en place une simili architecture en oignon, mais du moins de redonner du sens finalement à votre application, à vos différentes dépendances que vous avez dans vos différents modules. On voit comment est-ce qu'on va mettre le sens des flèches, comment est-ce qu'on va mettre la direction de tout ça. Et donc pour ce faire, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il va nous falloir non pas juste extraire un module, juste un coin module, du coup, comme on l'appelle, mais aussi, du coup, créer une brique encore en dessous, qui est cette brique commune, qui sera partagée par l'ensemble, futurement, des coin modules. Et du coup, qui viendra, elle, héberger toutes les fonctionnalités, ou plutôt tout le modèle de données associé directement à la gestion des comptes. Ah, ça y est, super, c'est clair. On va y aller.
Alors, comment est-ce qu'on va y aller? En fait, on va devoir un petit peu regarder pourquoi est-ce qu'on en est là? Pas pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, mais du coup, comment est-ce qu'on en est là et comment est-ce qu'on va casser au fur et à mesure en fait cette dépendance-là. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a quand même quelques patterns qui reviennent, notamment le fait que tout simplement, comme je vous ai dit, il faut donner du sens en fait vos modules en fait que vous créez, aux fonctionnalités. C'est tout simplement c'est que il y avait pas mal de fonctions qui étaient tout simplement pas à leur place. Bon, ça c'est facile, il suffit de déplacer le code et voilà. Il y avait aussi une autre idée, une autre problématique qu'on avait aussi un peu plus là, c'était l'idée que on a eu des fonctions qui étaient faussement génériques. Où en fait, elles avaient de générique, oui, une partie du code, mais en même temps dépendaient directement du typage en fait qui était défini dans les code modules, mais aussi d'une logique qui était dans ces code modules là. Mais en fait, pour avoir vraiment cette dépendance cyclique-là, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, le bridge en fait est le point d'entrée dans le monde de tout code extérieur en fait au code module pour accéder directement au code module. Et en fait, du coup, on accédait au travers du bridge à ces fonctionnalités-là. Bon. Et donc du coup, comment est-ce qu'on a brisé ce truc-là? On a mis en place le fait de, voilà, on va sortir la vraie partie, la vraie logique commune qui était définie dans ces fonctionnalités de compte. On va les mettre du coup dans le Coin Framework. Et alors comment est-ce qu'on l'a fait? En fait, on a utilisé, donc là je l'ai écrit, le pattern du décorateur. Donc là, je vous ai montré un exemple justement du code. Alors c'est un pseudo vrai code de ce qu'on a. J'ai essayé de le simplifier et tout parce que bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de blabla. Vous voyez, dans la fonction, il y a blabla de désérialisation. Là, c'est un exemple de fonctionnalité qui permettent de sérialiser des comptes parce que du coup, on sauvegarde les comptes. Blabla, un truc spécifique qui se trouve justement dans le premier if, et après on revient sur une boucle de trucs un petit peu génériques. Et donc l'idée derrière en fait, l'usage en fait du pattern du décorateur, c'est de plus facilement extraire la partie générique et en laissant la partie spécifique là où elle est. Donc du coup en fait, on en vient au fait qu'on va créer une fonction, on va extraire du coup toute la logique de la fonction qui était aujourd'hui dans Account, du coup le mettre dans notre nouveau framework qui est tout en bas du coup dans la couche. On va y mettre du coup toute cette partie logique. On va exactement avoir la même toute cette logique là. On va avoir la même signature de fonction même. Et par-dessus ça, on va laisser quand même le point d'entrée qu'on avait auparavant dans la méthode là ici de désérialisation au même endroit, et on va appeler cette fonction générique tout en continuant d'avoir ces appels à méthode spécifique. Donc du coup, à la fin, on va se retrouver déjà avec un schéma de dépendance un peu plus clean. Et là, vous allez peut-être me dire, mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Parce que finalement, je vous ai parlé de fonctions spécifiques, etc. Peut-être que l'idée aurait été, en réalité, qu'on déplace directement la logique dans ce nouveau coin module là, qui est justement maintenant en bas. Et comme ça, on n'aurait pas eu forcément besoin d'utiliser le pattern du décorateur. En fait, il y a deux réponses, il y a deux raisons principales en fait à cela. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déplacé le code autrement? Pourquoi est-ce qu'on est passé par ce pattern du décorateur? Et ces deux raisons-là, en fait, ont leur même source. C'est quand on a voulu faire du coup des endettements, quand on est parti là-dessus, ce qu'il faut aussi bien voir en tête, ce qu'il faut avoir en tête, c'est il faut qu'on gère la migration. Et là, aujourd'hui, à ce moment-là en fait du projet, on en est à un seul coin module. Tous les autres coin modules fonctionnent toujours de la même façon, sont toujours intégrés, toujours dans le plat de spaghetti qu'on avait au-dessus. Donc on ne peut pas non plus tout casser. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est qu'on veut limiter l'impact de ce qu'on est en train de faire. On ne veut pas venir avec un Big Bang, et c'est généralement comme ça. C'est parce qu'en fait, on se dit on va désendetter le code, ok, on va super, on va tout améliorer, qu'on est en train de faire en réalité un Big Bang et que du coup on s'en sort plus.
commence à faire une PR avec 1000 fichiers modifiés, donc vous vous retrouvez avec quelque chose qui ne passe jamais en fait. Donc ce qui est hyper important à ce moment-là, quand on a voulu sortir la logique en fait d'intégration, c'était vraiment de limiter l'impact au seul code de gestion de l'intégration pour pouvoir justement ne pas avoir à faire des PR énormes. Donc on y est allé étape par étape. Et donc là en fait, là ce qu'on se retrouve au niveau de mon histoire, c'est qu'en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est que voilà, j'ai un projet à faire, mais le projet en fait, il n'a pas attendu que tout ça en fait soit fait. Là, en fait, on en est quelques mois. Donc, du coup, en fait, ils sont partis sur une autre solution en utilisant des solutions externes. Et puis, l'autre projet, en fait, de mes collègues, il a été mis au frigo. Donc, on se retrouve avec quelque chose super. Ça a l'air de fonctionner, mais ça va intéresser personne. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que, à force de travailler dessus, j'ai quand même un autre collègue qui, justement, côté B2B, que je ne connaissais pas particulièrement ce qu'on faisait côté B2B à cette époque-là, me dit, mais en fait, nous, ce qu'on a fait pour nos propres besoins, c'est qu'on a forqué une partie de votre code, justement sur l'intégration des blockchains. Et depuis, maintenant, on a des problématiques pour le mettre à jour. En fait, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Ils ont pris à un moment donné le code, et puis après, c'est fini. Donc, on se dit, ah bah super, on a perdu peut-être 2 potentiels clients, potentiels usages en fait de cette librairie-là. Mais en fait, on en a retrouvé un. Donc continuons d'aller plus loin sur l'amélioration des choses. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de se dire, ouais, ok, super, on a extrait cette partie de logique, on l'a modularisée. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs? D'abord, en fait, ce qu'il faut, c'est s'assurer, pour éviter l'effet plaque spaghetti, les dépendances cycliques, c'est s'assurer que l'usage en fait des fonctions ne soit pas en fonction de ce que les gens veulent. C'est de maîtriser ce qui est exposé à l'extérieur. C'est hyper important de savoir ce que le code en fait, le module en fait que vous créez, vous maîtrisez les points d'entrée en fait que vous permettez d'avoir. Donc ça, on l'a fait au travers justement de la définition dans le package JSON, de définir correctement, on ne peut accéder aux fonctions qu'à partir de là. Parce que le problème en fait qu'on avait, c'est que comme toutes les fonctions, dès qu'on veut pouvoir les tester ou pouvoir s'en servir un petit peu ailleurs, on les définit comme export et donc du coup n'importe qui peut s'en servir. Dans d'autres environnements techniques, on peut s'en sortir autrement. Là, du coup, en TypeScript, on l'a fait comme ça. Il y avait aussi un autre point, c'est de se dire que à l'origine, Ledger Live, en fait, c'était vraiment fait en JS, et puis on a migré en TS. Et lors de la migration en TS, il y a forcément eu des concessions qui ont été faites. Et là, on se dit, vu que maintenant notre code c'est un module à part, on va pouvoir travailler justement sur rendre le compilateur TypeScript vraiment strict du coup. Donc, on en a profité en même temps de l'amélioration du code, surtout le fait de l'améliorer qu'il soit dans une librairie, dans un package plus petit, de pouvoir améliorer notre modèle de données, l'utilisation qu'on a de nos données. Et puis enfin, on a aussi profité pour améliorer l'organisation qu'on avait dedans, ce qui est hyper important dans l'organisation des fichiers, parce qu'avant tout était à plat, presque. On a un peu regroupé quand même les fonctionnalités dans des répertoires, quelque part, dans des modules, dans des sous-modules, qui donnent un peu plus de lisibilité, de sens. Et ça, c'est hyper primordial, en fait, de pouvoir éclaircir un petit peu mieux et homogénéiser surtout la façon dont le code est structuré à l'intérieur de ce module-là, pour servir d'exemple plus tard, mais aussi que cet exemple-là soit répété, et du coup d'avoir une meilleure clarté si à un moment donné, quelqu'un de nouveau arrive sur votre projet, de voir en fait comment ça marche. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que Ledger, en fait, les deux principales core fonctionnalités, core business en fait de Ledger, quelque part, c'est la création de hardware et l'intégration de multiples blockchains. Le problème, c'est côté B2B, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'eux, ils n'utilisent pas du tout ce type de device pour pouvoir sécuriser justement les transferts de fonds. Ils utilisent des serveurs sécurisés, ce qu'on appelle des HSM. Il y a une gestion de rôle, c'est vraiment complètement différent. Mais le problème, c'est qu'en fait, nous, dans les coin modules, vu qu'en fait c'était associé à une blockchain, on avait déjà directement l'usage des librairies qui viennent faire
cette communication avec l'appareil. Donc il faut quand même qu'on en fasse quelque chose, c'est pas très très bien. En plus, ces librairies-là, alors que justement le module d'intégration des blockchains et ces librairies de communication avec le device sont gérées par 2 équipes différentes. Alors vous pouvez me dire, en fait, c'est pas grave d'avoir une équipe qui développe quelque chose et qu'une autre en dépende. Alors ça c'est vrai, c'est quand on a une organisation où une des 2 équipes est une équipe transversale, dont le but est d'offrir différentes fonctionnalités à l'ensemble des autres équipes. Mais en fait, là, c'est pas du tout le cas. En réalité, il s'agit de 2 équipes verticales, et donc cette dépendance-là, elle n'a pas lieu d'être. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on sorte de ce truc-là. Et donc, comment est-ce qu'on en est sorti en fait de cette dépendance-là pour pouvoir aussi plus facilement la partager à des utilisateurs finalement qui n'ont pas justement accès à ce type d'appareil? On a rajouté du coup l'injection de dépendance. Alors, je vais vous faire une brève description finalement de comment est-ce qu'on a fait l'injection de dépendance. C'est que du coup, on a créé cette notion de signer, du coup, qui est finalement, c'est la définition de l'interface, de ce qu'on s'attend à avoir pour pouvoir communiquer avec l'appareil, quel qu'il soit. Cette définition d'interface, du coup, elle sera implémentée sur une couche commune entre le coin module, du coup, l'intégration de la blockchain, et ce qu'on a appelé les wrappers, en fait, qui permettent de communiquer directement au device. Et donc, du coup, cette couche commune, c'est directement Ledger Live. Donc, on va rajouter l'implémentation au niveau de cette couche commune, qui, elle, pourra après appeler véritablement l'instance, ce qu'on dit des wrappers. Et après, tout simplement, on l'injecte. Alors, quand je dis tout simplement on l'injecte, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un petit peu plus compliqué dans notre cas de figure. C'est pas juste une instance qu'on va devoir injecter. Donc j'essaye d'aller un petit peu plus vite là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, l'état de connexion à l'appareil dépend de 2 choses. Déjà de l'état de l'appareil, savoir s'il est sur la bonne application, s'il n'est pas, déjà s'il est allumé ou quoi, et aussi l'état de la connexion. En fait, les appareils qu'on a sont des appareils qui peuvent communiquer en USB ou aussi en Bluetooth. Et donc tout ça fait que, en réalité, là, ce que vous voyez, la partie const transport, get transport, en fait, on est obligé à chaque fois de récupérer l'instance, parce que cette instance-là, dynamiquement, elle peut changer. Donc on ne peut pas juste se dire, bah tiens, je vais injecter dans mon module une instance définitive de communication avec le device. Il va falloir quelque chose, en fait, qui permette d'y accéder de manière dynamique aussi. Et donc c'est là où, en fait, on a fait plutôt de l'injection d'une référence. Donc du coup, on a fait de l'inversion de contrôle, une référence d'une fonction qui nous assure de pouvoir récupérer l'instance. Alors je vais vous montrer là l'exemple du code ici, où là finalement on a remplacé tout le code que je viens de vous dire. On a fait de la composition sur la fonction, parce qu'on ne voulait pas encore une fois trop changer les signatures, donc on a fait de la composition pour pouvoir lui ajouter le contexte, du coup ici signer context, qui est juste la méthode qui permet de récupérer l'instance vers le wrapper. Et après, là, je vous ai mis en exemple justement comment est-ce qu'on a fait cette glue au travers de génériques. Parce que là, ce que je suis en train de vous dire, ça marche peut-être à ce moment-là pour un coin module, mais nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un processus générique sur toutes les intégrations de blockchain et donc du coup sur tous les types d'instances qu'on peut avoir et pouvoir les masquer. Et là, vous allez me dire, mais ouais, super, mais en fait, tu n'as jamais parlé de test, quoi. On parle de qualité de code, de désendettement, et on ne parle pas de test. Alors, j'ai pas voulu faire dans ma conférence utiliser trop ce poncif-là, parce que évidemment, c'est important de faire des tests. Évidemment, le fait de mettre des tests nous aide à désendetter. Mais en fait, le fait d'avoir modularisé surtout d'abord notre code nous a facilité la mise en place des tests. Le fait de rendre indépendants les intégrations qu'on avait des différentes blockchains nous a permis de faciliter justement la rapidité surtout de développer ces tests-là. Je vais juste vous donner un exemple quand même de test, juste pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé, et donc du coup juste pour pouvoir faire aussi comme une autre référence à des bouquins. Donc le bouquin de Michael Feathers là-dessus, c'est comment est-ce qu'on sur l'exemple que je viens de vous donner en fait sur l'injection de dépendance.
une grande partie du code, en réalité, était dans la partie Coin Framework. Et le problème de fait d'avoir changé la signature, ça impactait grandement cette logique-là qui était pour le coup par contre commune à l'ensemble des modules. Donc là, comment est-ce qu'on a fait ? On a fait exactement comme ce qui a été écrit dans ce vieux bouquin, si je me rappelle, il me semble qu'il date de 2000, je crois, donc il a plus de 25 ans. C'est tout simplement mettre des tests unitaires autour de la fonction que vous voulez d'abord changer. Mais d'abord, créer les tests unitaires sur ce code-là, qui est hyper endetté, qui est hyper pénible à modifier. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Il faut pas se leurrer. C'est vraiment ingrat comme travail à faire, mais c'est nécessaire. Et après seulement, on a pu changer justement la logique qu'on avait dedans. Et le fait d'avoir passé du temps sur justement la mise en place de ce test unitaire-là, en fait, ça nous a permis d'éviter des problèmes. Alors en fait, non, c'est pas vrai. On a quand même eu à un moment donné une régression, mais le fait d'avoir mis en place ces tests-là nous a permis de plus facilement identifier quel était le problème et de pouvoir le corriger beaucoup plus rapidement. Et là maintenant, c'est bon, en fait on a un code qui est désendetté, qui marche de son côté. Et en fait ce qu'on finit par se dire en fait avec les gens du Vault, du B2B, c'est que on va pas se limiter à juste remplacer les librairies qu'ils utilisent, utiliser une ou deux seulement, mais en fait on va faire de ces coin modules-là, parce que là, à ce moment-là de mon histoire, on en est à quelques mois déjà quand même, et on a testé, on a commencé un petit peu à développer la modularisation, comme on l'a appelé en interne, des coin family. On en est maintenant à 3-4, je pense, à ce moment-là de l'histoire. Et on se dit, mais au lieu de s'embêter à avoir deux fois du code en fait qui fait la même fonction, une côté serveur développée en Scala et une côté B2C développée en TypeScript, il faudrait peut-être quand même qu'on se mette enfin à partager le code, quoi. Alors, les contraintes entre le B2C et le B2B sont différentes. Comme je vous ai dit, le B2C, on a plein d'utilisateurs, mais en fait avec peu d'échanges. Côté du B2B, pourquoi en fait ils ont fait le choix en fait d'utiliser des serveurs ? C'est parce qu'en fait on a moins d'utilisateurs, bien sûr, il y a moins d'institutionnels, mais surtout par contre les volumes de transfert de données, d'échanges, de création de transactions sont beaucoup plus élevés. Donc on a voulu quand même garder la main sur les performances et être sûr que là-dessus en fait on était bon. Mais finalement, avec ça, le fait qu'on puisse juste avoir une librairie partageable, on se dit c'est parti. Donc en fait, on avait ces deux approches-là avant. Mais en plus d'avoir ces deux approches-là, on avait quand même une petite problématique, c'était sur la gestion de l'état. La gestion de l'état, dans le live, c'est directement le live. Et là, dans la gestion en fait qu'on avait côté B2B, c'était ce qu'on appelait des Llama services, donc du coup directement les serveurs chargés d'interroger la blockchain qui géraient en fait l'état. Ok. Bon. On va quand même essayer de partager le code. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on passe d'abord par une première étape de réorganisation interne en fait des coin modules. Ce qui est hyper important pour nous, c'est que comme je vous l'ai dit, les coin modules au début, c'est juste pour le live. Donc en fait, ils sont très imbriqués avec le modèle de données du live. Et donc là, on se dit, on va faire un travail quand même de refaire une couche de présentation. Donc là, en fait, la couche de présentation qu'on a appelée Bridge, qui correspond évidemment au point d'entrée nécessaire à tout le reste du live. On a extrait une partie du coup logique, une partie commune, vraiment agnostique de tout, et puis la partie network est la partie qui communique directement avec la blockchain. Et ce qu'on se dit, c'est qu'on va faire quand même une partie API qui sera utilisable et qui ne prendra pas du tout en compte le modèle de données du live. On va sortir de ce modèle-là et on va créer un modèle de données le plus agnostique possible. Même se dire qu'il ne sera pas utilisable nécessairement par Ledger. Et donc du coup, on en arrive à créer deux autres produits, deux autres services pour pouvoir, nous permettre justement d'avoir cette logique-là. Ce qui est hyper important, c'est que les coin modules restent complètement stateless. Et donc du coup, on a délégué à un autre serveur, à une autre instance qu'on a appelée du coup Llama Adapter, pour justement pouvoir s'adapter au fait que le Vault utilise toujours en fait le même type de serveur. Ils ne se rendent même pas compte finalement que c'est l'intelligence derrière, en fait, le développement est différent. Toujours fait en Scala.
L'intérêt aussi de le garder en Scala, c'est que chez Ledger, les équipes qui ont l'expérience de la gestion des bases de données sont les équipes back-end qui développent tout en Scala. Et d'avoir en dessous, avoir en sidecar plutôt, un service qui, lui, ne fait absolument rien. Et le service le plus idiot, le plus débile en fait que j'ai jamais fait de ma vie, qui fait juste des appels directement aux différentes librairies. Et il permet après tout simplement au Lama Adapter de pouvoir lui appeler le service tout en restant dans son propre environnement technique qui est le Scala. Alors aujourd'hui du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste encore, finalement, là maintenant au moment où je vous parle, à continuer justement à aller un peu plus loin sur la modularisation, l'indépendance de ces coins de modules, c'est-à-dire sortir définitivement du modèle de données qu'on a du live et de faire que ce que je vous ai montré comme la partie bridge soit complètement externalisée. Et il nous reste encore à améliorer justement les API que je vous ai décrites comme agnostiques, parce que du coup, il y a quand même pas mal encore de fonctionnalités qui nous manquent, mais des fonctionnalités un petit peu plus complexes maintenant. Je vous ai parlé au début du staking, tout ce qui est la finance associée aux différentes blockchains, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a créé à partir justement d'une dette, à partir de quelque chose qu'on a voulu désendetter, parce qu'il y avait à un moment donné un besoin, qui finalement s'est révélé pas être celui qui aujourd'hui s'en sert, on a créé un pan technique qui nous permet d'interroger n'importe quelle blockchain, donc vraiment, encore une fois, qui ont toutes des modèles de gestion différentes, d'avoir un pan technique qui nous permet d'avoir une vision homogène de la façon dont on peut interroger n'importe quelle blockchain et qui, lui, absorbe cette hétérogénéité des différentes blockchains. Donc là, pour conclure, je sais que j'ai dépassé, je suis désolé. Au travers de cette histoire, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que désendetter en fait votre code, c'est possible. J'ai trop souvent vu dans ma carrière le fait de se dire on va repartir from scratch, c'est sûr que ça va marcher, et qu'en fait les équipes, elles sont pressurisées. Vous avez évalué, ça va nous prendre 1 an à faire, et au bout d'1 an, il n'y a toujours rien. En plus, on vous demande à ce moment-là de garder le même périmètre. Et c'est quoi le périmètre ? Vous ne savez pas. Et vraiment, j'ai ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, désendetter, en réalité, c'est plus facile et plus sûr que de repartir from scratch. Et comment du coup, on peut désendetter quelle solution, moi, je pourrais vous donner par rapport à cette expérience-là ? C'est en modularisant. C'est-à-dire, si vous avez à un moment donné un plat de spaghetti, c'est hyper important de pouvoir justement sortir, même si aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de le partager ailleurs à d'autres logiciels, à d'autres applications en interne, juste de pouvoir extraire une logique, pouvoir bien l'identifier, même dans un monolithe, c'est possible, c'est hyper important de pouvoir le faire. Et comment le faire ? C'est en donnant du sens. Alors là, j'ai marqué domain driven, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir se dire quel est le sens. Si à un moment donné, dans votre module, quand vous posez la question à quoi il sert, et en fait vous avez plus de 2 réponses, vous avez même 2 réponses, c'est que déjà c'est pas faux. C'est que déjà c'est faux. C'est-à-dire qu'il est déjà trop complexe. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Stéphane.